Bonjour tout le monde. Je vais commencer avec une présentation. Je vais juste vous dire que dorénavant, je ne pourrais pas prendre les questions en avance parce que j'en ai tellement des questions qui sont amenées par le média. Donc, je vais prendre toutes les questions que je peux pendant mes conférences de presse. Donc, on va commencer avec une présentation. On commence avec les statistiques locales. Juste pour vous dire que nous avons changé la façon qu'on va mettre les statistiques sur nos sites web. Dorénavant, on va avoir des différents indicateurs. On a des choses d'intérim actuellement, mais ça va changer dans quelques jours. Dès hier, on a eu 3402 cas actifs dans notre région. Ça, c'est une sous-estimation, ce n'est pas une estimation exacte parce qu'on ne teste pas tout le monde. Par contre, les tendances sur 7-14 jours vont nous donner une idée de si on augmente ou si on diminue au niveau de transmission dans notre région. Au niveau d'hospitalisation, nous avons 35 actuellement dans 6 hôpitaux. Et ça, c'est les 35 qui sont à cause du COVID. Parmi 8 sont en soins intensifs. La plupart sont vaccinés, mais de façon cumulative, encore toujours dans notre région, on a les personnes non vaccinées qui font proportion plus augmentée, plus élevée au niveau des hospitalisations et surtout aux admissions aux soins intensifs. Et le profil des personnes qui sont hospitalisées sont plutôt les personnes âgées 60, 70 ans, 80, 90 ans dans nos statistiques. On a 140 décès dans notre région et nous avons 41 flambées. Donc, ça, c'est toutes les statistiques qu'on va surveiller. Donc, au niveau des flambées, nous avons des maisons de retraite, des maisons de longue durée. On a 12 à Cornwall, 12 à STNG, à 15 à Presque Russell et 2 à Akwesasne. Au niveau de positivité, on est à 22,2 Je vais vous démontrer dans quelques diapos les tendances qu'on voit dans qu'on compare d'ici la semaine passée. Et on fait aussi la mesure d'eau de COVID dans l'eau, wastewater. Comme vous voyez ici à Cornwall et à Hawkesbury, on voit que ça a augmenté de façon subite. Ça nous donne une idée qualitatif au niveau de où on est avec le taux de transmission communautaire dans notre région. Je m'attends que bientôt, on va voir que ça va diminuer. Donc, c'est une chose à surveiller de proche. Pour vous dire, pour vous démontrer que non seulement dans notre région, mais à travers le Canada, le Omicron, le rouge, maintenant a tout déplacé les autres souches. Tous les cas, presque tous les cas qu'on a sont du Omicron. Au niveau des tendances, on voit qu'au niveau d'Ontario, on voit que ça commence à diminuer, malgré qu'on ne teste pas tout le monde. Les tendances, les trajectoires, tout ça, au niveau où on est, si on compare ça de la semaine passée, c'est diminué. Donc, on voit que la courbe commence à diminuer aussi. Et si on voit dans les bureaux de santé, on a la plupart des bureaux de santé en vert ici qui ont des cas en diminuant. Et parmi, on est là aussi. Souvenez-vous que la semaine passée, on est le numéro 1. Donc, on commence à voir une diminution de nos cas qu'on voit dans la plupart des bureaux de santé. Il y a quelques-uns qui augmentent, mais vous pouvez voir à travers l'Ontario, la tendance est à diminuer. Et on voit ça ici, comme la semaine passée, on a eu un pourcentage, le taux de cas sur 100 000 était 823 dans notre région et cette semaine, c'est 569. Donc, on voit nettement que ça diminue. Et si on compare la semaine passée jusqu'à cette semaine, on voit que dans la plupart des bureaux de santé, on voit une diminution au niveau des cas. Au niveau de le test de positivité dans notre région, on a différents codes postales ici. Et vous voyez, la semaine passée, on était à 41, c'était à Hawkesbury. On est à 27 aujourd'hui, au pourcentage. Et si on compare tous les autres régions, ça va en diminuant. Donc, encore, c'est un indicateur que le taux de transmission commence à diminuer dans notre région. Et c'est la même chose qu'on voit à travers l'Ontario, mais vous voyez, ici, on a des bureaux de santé
diminuant. On est parmi, encore la semaine passée, on était parmi les 3 premières, donc ça commence à diminuer, mais on voit ici qu'il y a d'autres qui augmentent, mais pas de façon importante. Par contre, on a quelques-unes, mais en total, en Ontario, comme j'ai démontré tantôt, ça va en diminuant. Voilà ici, ça c'est la tendance de positivité qui commence à diminuer en Ontario, sauf quelques bureaux de santé qui augmentent, Peel, Durham et Lambton, et on commence à avoir un plafonnement à Peel. Au niveau de positivité nationale, c'est la même trajectoire qu'on voit. Vous voyez, ça était presque 30 %, ça commence à diminuer. Donc, j'espère que c'est un signe qu'on voit le vague commence à diminuer dans notre région. Donc, c'est une chose à surveiller, mais c'est encourageant. Au niveau des vaccins, je peux vous dire que là, on est rendu à plus que 426 000 vaccins distribués dans notre région. On a 87 % de la population 5 et plus avec une dose, presque 81 de deuxième dose. On est à presque 47 % des personnes avec une troisième dose. Donc, ça, c'est une bonne trajectoire. Ça, c'est très bon. On voudrait augmenter, bien sûr. On voudrait aller plus que 80 % en troisième dose. Mais ça, c'est une bonne progression que nous avons faite. Et plus spécifique, on a au niveau d'âge, vous voyez que ici, les personnes 80 ans et plus ont presque à 80 %. Les personnes à 70 à 79 sont à 76 %. Les personnes 60 à 69 sont à 64 %. Les personnes à 50 à 59 sont à peu près 45 %. 40 à 49, on est rendu à 33 %. 30 à 39, 28 % et 18 à 29 à 21 %. Donc, vous voyez que les personnes plus âgées sont plus hauts. J'aimerais ça au niveau des personnes âgées qui sont au moins 85-90 %, mais je pense qu'avec la vitesse qu'on voit actuellement, on pourrait, surtout les personnes 70 ans et plus, on pourrait atteindre presque toutes les personnes vaccinées troisième dose d'ici une semaine, 2 semaines. Donc, on est proche, mais on a du travail à faire. Donc, au niveau des enfants, vous voyez ici qu'on est à 47 % des enfants 5 à 11 ans. J'aimerais ça aller plus haut, surtout quand on a commencé les écoles. Et on va commencer, déjà, on commence à travailler avec les écoles pour nous rassurer qu'on pourrait offrir le vaccin soit dans nos écoles, soit dans nos cliniques sans rendez-vous, etc., 7 jours par semaine à travers de notre région. Donc, ça, c'est un défi que nous avons, mais on travaille de façon étroite avec les écoles pour augmenter ce débit de vaccination. Donc, en parlant du vaccin, ici, j'aimerais juste voir, parce qu'il faut voir les taux cumulatifs sur 100 000 personnes au niveau si on va comparer les personnes non vaccinées versus les personnes vaccinées, soit pour les cas de COVID, soit pour les hospitalisations, soit pour les admissions aux soins intensifs. Et qu'est-ce qu'on peut voir ici? Que ça, c'est les données ontariennes dès le 17 janvier. On voit qu'au niveau le pourcentage, le taux sur 100 000 personnes, 99 pour les personnes non vaccinées et 52 pour les personnes vaccinées. Donc, c'est comme doublé, le risque est doublé. On voit ici, hospitalisation, que le taux d'hospitalisation est à peu près 5 fois plus élevé chez les personnes non vaccinées. Et on voit ici, pour les admissions aux soins intensifs à travers l'Ontario, le taux est à 13 fois plus élevé que les personnes non vaccinées. Donc, ça nous dit que la plupart des gens, donc le taux d'admission à l'hôpital, c'est beaucoup plus élevé chez les personnes non vaccinées. Et on voit la même avec une étude canadienne qui démontre que les personnes non vaccinées ont un taux d'hospitalisation presque 19 fois plus élevé. Ça, c'est des données de 4 décembre à travers le Canada. Donc, ça, c'est vraiment le message, malgré que les 2 doses du vaccin
ne peut pas prévenir tous les cas d'Omicron. En effet, on a beaucoup de personnes qui sont vaccinées qui attrapent l'Omicron parce que c'est très, très, très contagieux. Par contre, le taux d'admission, on a une bonne protection et la troisième augmente cette protection plus. Donc, c'est pour ça qu'encourage tout le monde d'aller chercher leur troisième dose s'ils sont dus et bien sûr d'aller chercher votre première ou deuxième dose. Donc, au niveau des prochaines quelques semaines, nous, on va concentrer sur la vaccination, augmenter le débit dans tous les âges, surtout les personnes de 50 ans et plus, et les enfants 5 à 11 ans. On travaille avec les écoles, avec tout le monde. On a des cliniques presque 7 jours par semaine avec des cliniques qui sont sans rendez-vous pour des personnes de 50 ans et plus et pour les enfants 5 à 11 ans. On a aussi des priorités au niveau des personnes à haut risque. Donc, on travaille pour les flambées, on travaille pour supporter les maisons de longue durée, les maisons de retraite et nos hôpitaux pendant leur flambée et aussi pendant leur pénurie de travailleurs qu'ils ont pendant les flambées aussi. Nous travaillons aussi, on va suivre de façon étroite les nouveaux indicateurs. Nous allons avoir une nouvelle approche sur nos sites web pour les rapporter dorénavant. Sur certains, on supporte nos écoles. Ils ont commencé cette semaine, donc on va les supporter. On ne fait pas les tracés des flambées, ni déclaration de flambée, ni des tracés des cas. Par contre, on offre nos soutiens, nos supports aux écoles. Déjà, on a des réunions régulières avec les écoles, etc. Et au niveau qu'est-ce qu'on va faire, c'est quoi la prochaine étape? Comme vous savez, on est encore dans une période de couvre-feu, si vous voulez, en effet, qui est dû à être enlevé le 26 janvier, soit la semaine prochaine. Est-ce que ça va se faire là, dans une semaine après? On n'est pas sûr encore. C'est sûr qu'on voit une tendance de plafonnement au niveau des indicateurs que je vous ai mentionnés. Je pense que dans les prochains quelques jours, d'ici fin de semaine, on va voir si on commence à voir vraiment une diminution. Donc ça va nous aider à déterminer exactement quand on va sortir des restrictions présentes. Je ne m'attends pas à rouvrir tout à la fois. Je pense qu'on va retourner où on était en décembre, 50%, etc., avec quelques semaines entre les deuxièmes étapes. Donc, on va reculer pour reverser les fermetures pour, en effet, faire rouvrir, mais de façon prudente. Et encore, je pense qu'on témoigne vraiment le changement du pandémie en un état de endémie pendant laquelle on va vivre avec le COVID. Chose importante, j'ai même oublié à le dire en anglais, c'est qu'il y a quelques jours que le médicament, un médicament antiviral était accordé de Santé Canada, je pense que ça va faire une grande différence parce que ça va diminuer les cas sévères. Autrement dit, les personnes à risque, quand ils vont être diagnostiqués du COVID, on va donner les pilules pour 5 jours et on a des preuves que c'est efficace jusqu'à 90% de prévention des hospitalisations. Donc, ça va protéger nos systèmes de santé aussi. Donc, c'est pour ça que je dis on va vivre avec parce qu'on aurait beaucoup de gens vaccinés et on aura aussi des médicaments. Bien sûr, le médicament ne remplace pas le besoin d'être vacciné, mais c'est un autre outil qui va nous aider à vivre avec le COVID. I'm just going to take some questions, but I just want to say something in English. I forgot. One of the things that I think is a game changer is the approval of the new antiviral medication. Certainly, this is something we were waiting for. This is an antiviral medication that, when given early on in the first 5 days, can diminish the need for hospitalization or severity, decrease the severity up to 89, 90%, depending on when you take it. And so I think that is a game changer. That is also going to be something that will protect our healthcare system and will allow us to be that endemic state, kind of live with it, combined with vaccinations, public health precautions, and the antivirals. Will be able to better protect the vulnerable individuals and better protect our healthcare system. Now, I want to underscore that this does not replace vaccination.
we need to get vaccinated, but this is an additional supplementary tool, particularly in elderly and immunocompromised individuals that where vaccine doesn't work very well for multiple reasons, that these medications to me are a game changer. And I'm very happy that Health Canada approved them this past week. So Jen, I'm ready for questions. Thank you, Dr. Paul. Merci. Première question, Denis Babin, Radio-Canada. C'est à vous. Bonjour, Dr. Paul. Je me suis fait poser cette question-là plusieurs fois au cours des dernières semaines. Quelle est la directive à l'égard des gens qui s'apprêtaient à recevoir leur dose de rappel, leur troisième dose, mais qui ont attrapé la COVID au cours des dernières semaines? Doivent-ils maintenir leur rendez-vous ou bien on leur suggère de repousser la troisième dose? Très bonne question, Denis. En effet, actuellement, le guidance, c'est que aussitôt que vos symptômes et votre période d'isolation est terminée, vous pouvez être vacciné. Donc, il ne faut pas attendre. Avant, on avait un protocole qui disait qu'il faut attendre au moins 30 jours, mais non, on a changé. Les personnes qui ont subi du COVID confirmé peuvent recevoir soit le deuxième ou troisième dose, ou même première dose, aussitôt qu'ils finissent leur période d'isolation et que les symptômes sont tous disparus. Merci beaucoup. Pas de problème. Prochaine question, Benjamin Vachet, Radio-Canada. C'est à vous. Merci beaucoup. Bonjour, Dr. Paul. Je voudrais faire du pouce sur la question de mon collègue Denis Babin, parce que là, vous dites effectivement, c'est pour des personnes qui savent qu'ils ont eu la COVID, mais on sait qu'en ce moment, il est très difficile de se faire tester. Beaucoup de gens ne savent pas s'ils ont eu la COVID. Alors, qu'est-ce qu'ils doivent faire si, par exemple, ils pensent peut-être l'avoir eu ou même ils sont asymptomatiques? Est-ce qu'il y a un risque à recevoir une dose si on a eu la COVID? Premièrement, on a une pénurie de médicaments. On n'a pas beaucoup de médicaments disponibles. Je pense que le Canada a reçu 30 000 doses. Donc, pour le moment, on va avoir des protocoles qui vont vraiment limiter l'accès aux personnes 80. Je pense qu'on a des indicateurs, ne sont pas officiels, mais je pense que 81 et plus, les personnes avec immunodéficience ou transplantation, greffe, etc., qui, aussitôt qu'on les diagnose, et ça, c'est les personnes qu'on teste actuellement, mais il va y avoir des protocoles et des protocoles en place pour qu'on puisse, les personnes en risque, pour être testées, même testées avec les tests rapides PCR. On est en train d'en discuter actuellement pour que les gens pourront aller dans un centre de dépistage, si vous voulez. Ils vont les tester et ils vont avoir les résultats tout de suite. Et à ce moment-là, on pourrait le prescrire. Au pire aller, si on fait le PCR, on aurait les résultats un jour après. Ils vont avoir la prescription en main, ils vont le prendre. C'est pour ça qu'on va le restricter comme ça. Mais disons que si on a beaucoup de médicaments et si on soupçonne qu'on pourrait avoir, et si on est dans une personne de haut risque, je pense qu'on pourrait le prendre sans le test. Je pense que dans les régions éloignées, etc., on n'aura pas de choix. Mais pour le moment, étant donné qu'on n'a pas assez de médicaments disponibles en Canada, on va restricter l'utilisation chez les personnes qui sont en haut risque et déjà sont les personnes qui ont accès à se faire tester. Et Dr. Paul, une deuxième question sur la levée des restrictions. Vous avez parlé du 26 janvier. Est-ce que c'est réaliste et est-ce que vous pensez qu'on devrait ou qu'on pourrait voir les restrictions levées prochainement? Je pense que le 26, c'est un peu trop tôt, peut-être une semaine après, je ne suis pas sûr encore. Je sais que le gouvernement est en train d'en discuter. Moi, je ne vois pas une ouverture avant le fin janvier, à mon avis, parce que ça va nous donner le temps de vraiment voir d'ici. Je pense qu'on a besoin d'un autre 5-6 jours de voir où on va être dans quelques jours. Si on voit que le trajet est en diminuant, je pense que la décision va être prise. Mais c'est une chose qui est difficile à vous dire aujourd'hui, mais je vois, comme j'ai démontré sur le diapo, je vois une diminution, une tendance d'avoir une diminution. Donc, ça, c'est une décision du gouvernement. Et on va voir, dépendamment de ce qu'ils vont faire comme décision, mais à mon avis, ça ne devrait pas aller avant le fin janvier. Merci beaucoup. Next question, Giacomo Panico, CBC. Please go ahead.
Yes, hello, Dr. Meliodas. Thank you very much. A question about schools and vaccines. You mentioned that there's a gap there. You're looking, if I had that right, only 47% of children at this time have their second dose. First dose, only 47. Okay. Yeah. And is it a case that you're looking to administer the vaccines in the schools? Did I get that correct? Well, there is a possibility, but I don't think that we'll be very successful in doing that, Giacomo, because I don't think a 5-year-old a parent would want their 5-year-old to be vaccinated without them there. So that will be one of the choices, but I don't think there will be a lot of uptake. We are providing vaccines in the school settings on weekends and evenings where the parents can come with the children, and we're also providing access to all of our clinics 7 days a week without an appointment to the 5 and 11-year-olds. So we're doing as much as we can to make it easy for parents to come. We're working with the schools to again look at opportunities or look at areas where they're under vaccinated. But yes, we were asked to look at the possibility of doing it in the schools. Like I said, perhaps an 11-year-old, the parents would agree to, but I don't think for a 5 or 6-year-old. So we need to have a multitude of approaches. And sorry to step back then, just with that 40% number of first dose, I mean, what do you make of that? It seems low to me, but what do you think? Yeah, it is low. I was hoping we get over 50% by the end of December, and because that's how we saw what happened with the 12 to 17-year-olds, and then it picked up. This is a provincial. This is not only us. This is sort of a provincial trend that we're seeing. There are a lot of questions. There are some surveys that we have conducted nationally, and parents want to wait. Just like the 12 to 17-year-old parents waited, and we saw an uptake a bit later on as people got more confident. We got that. Parents also think that the disease is very mild in children and don't need vaccinated. So there are a few factors. It doesn't have to do with access. It has to do with parental hesitation. I understand that. I'm a pediatrician. And so what we're trying to do is trying to convince the parents, and the more time that goes by, the fact that we have not seen any significant side effects, including pericarditis or myocarditis in this age group, I think is very encouraging. So I think a lot of parents are waiting. And so there's going to be a bigger public relations campaign, a media campaign over the next couple of weeks, both locally and provincially, to be able to provide more information to render the parents more confident for the vaccine. So it's not an access issue. It's a question of parents still holding back because they want to get a bit more information and just want to see, some of the longer term effects. Thank you very much. No problem. If anyone else has questions, please unmute yourself now. If you're joining by phone, press *6. S'il y a d'autres questions, vous êtes invité à ouvrir votre microphone. Si vous vous êtes joint par téléphone, appuyez les touches *6. Those are all the questions for today, Dr. Paul. Thank you. Merci tout le monde.